Bonsoir à tous. Je vais commencer par partager avec vous de petites expériences qui m'arrivent souvent en tant que mathématicienne. La première, c'est un dîner avec les copains. Le dîner fini, l'addition arrive et quelqu'un dit toujours « Alors, c'est Anna qui fait les calculs, elle est mathématicienne ». La deuxième arrive quand je parle avec quelqu'un qui me demande en quoi est-ce que je travaille. Je réponds, je suis mathématicienne, et parfois il y a un peu plus d'intérêt, je raconte un peu de détails, et invariablement, à un certain moment, la question arrive. Mais tout ça, à quoi est-ce que ça sert? Et moi, je réponds avec honnêteté, ça sert à rien. Et là, c'est le moment clé dans lequel mon interlocuteur décide qu'il connaît mon travail mieux que moi, et que non, qu'il faut me remonter le moral. Parce qu'apparemment, je ne le sais pas, mais dans 1000 ans, peut-être, mes recherches théoriques en maths vont être clés pour résoudre quelques types de problèmes. Bon. Je pense que la société est beaucoup plus habituée peut-être au langage de la peinture que des maths. Du coup, je vais essayer de vous amener à une petite analogie. Voici un de mes tableaux de monnaie préférés. Une œuvre d'art avec des couleurs exquisites, proportions des formes. Imaginons qu'on a besoin de quelqu'un pour peindre les passages piétons dans la rue. Ça m'étonnerait que quelqu'un se dise « Alors, mon est peintre, on va lui demander de faire cette tâche. » Peut-être. Le deuxième, avec un tableau de Kandinsky, qui a passé toute sa vie à réfléchir sur les points, la ligne, la forme, la couleur. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec ce tableau. Il est inscrit dans un moment historique particulier. Et personne ici va penser à dire à Kandinsky « Ah, c'est beau, mais t'inquiète pas, peut-être dans 1000 ans, ça va représenter quelque chose d'un peu plus réel. » Non, ce n'est pas le but. Du coup, si on peut considérer que les mathématiciens ne pensent à eux-mêmes pas comme des personnes qui font des calculs ou qui résolvent des problèmes pratiques tout le temps, quelle est l'expérience d'un mathématicien? Alors, si vous lisez la correspondance de Newton, il écrit dans ses lettres le plaisir qu'il ressent quand il lit les démonstrations de Leibniz, qu'il trouve extrêmement élégantes. Ici en France, vous avez la figure d'Henri Poincaré, qui est un grand mathématicien et aussi un ingénieur de mines, entre autres choses. Du coup, quelqu'un qui connaît très bien l'aspect pratique des sciences. Et ce qu'il nous raconte, c'est que le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie de nombres et de formes, de l'élégance géométrique, c'est un vrai sentiment esthétique que tous les vrais mathématiciens connaissent. Et c'est bien là de la sensibilité. Et il ne faut pas aller jusqu'aux grands philosophes pour se rendre compte que les maths sont belles. Si vous allez dans les couloirs de n'importe quel département des maths, les matheux parlent entre eux en disant qu'une preuve est élégante ou qu'un argument est joli. Mais je pense qu'il y a beaucoup de méfiance et les gens disent non, mais ça c'est tous les matheux qui parlent entre eux, ils ne connaissent pas bien les langages, ce sont les numéros pour eux. Et les mots beauté, esthétique, sensibilité, non. Apparemment, il y a plusieurs qui pensent comme ça. Il y a un article qui est paru sur les frontières des neurosciences en 2014 qui consiste à une expérience sur l'expérience de la beauté mathématique. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris un ensemble de mathématiciens, ils l'ont mis dans une machine IRM, ils ont montré des formules de maths, et ils ont regardé ce qui se passait dans leur cerveau. Et apparemment, on a raison. C'est-à-dire, c'est que le mathématicien répète depuis la nuit des temps. C'est vrai. Là, quand le mathématicien regarde les formules, il expérience le même sentiment de beauté que quand on regarde un tableau. Du coup, si la science et les maths nous racontent ça depuis toujours, pourquoi, si je mets ça dans un public générique, la réponse que je vais avoir plus probable, c'est celle-ci? Si vous regardez images et maths dans Google, il y a une centaine de caricatures de ce style. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Avec une telle formule, ce que je pense qui est la clé du souci, c'est que d'un côté, dans les maths, il n'y a pas de spectateurs. Il faut faire des maths pour ressentir la beauté des maths. Et d'un autre côté, c'est qu'il y a un petit secret ou grand secret, et c'est que la beauté, c'est dans les preuves. Si vous allez à un concert de musique,
personne n'attend pas que ça sera le dernier accord qui va transmettre toute la puissance de l'œuvre musicale. Jamais. On entend tous les concerts et là on comprend le dernier accord quand il arrive, que c'est après ça qu'il faut applaudir. Mais il faut toute l'œuvre. C'est quand même comme ça en maths. Mais tous les matheux savent que les grands secrets, c'est dans les preuves. Il y a même mon collègue Alexandre Godillet, qui il y a 2 ans, il a partagé avec le public de 13 minutes sa preuve préférée, qu'il décrivait comme plein de poésie et élégante. Du coup, on va essayer ensemble de comprendre un tout petit peu mieux de quoi est-ce que je parle quand je parle de la beauté des maths. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de faire ce petit exercice. Dans lequel il s'agit de ce qu'on appelle la formule d'Euler. Si vous disposez un nombre arbitraire de points dans le plan, qu'on appelle les sommets, et vous comptez combien il y en a de sommets, et après vous faites moins le nombre d'arrêts que vous avez dessinés, chacun d'entre vous a dessiné autant d'arrêts qu'il voulait, et après vous ajoutez les régions, désolé pour ça, qu'est-ce que vous avez obtenu? Tout le monde devrait avoir obtenu 2. J'ai entendu un 3 là, il faut réviser les calculs. Ce qui se passe, c'est que cette formule fait toujours 2. Peu importe ce que vous avez dessiné, peu importe si vous commencez avec un autre schéma. Et du coup, peut-être, il y a une petite question qui se pose dans votre esprit, et c'est pourquoi. Et c'est là que les maths naissent. Vous avez quelque chose devant vous, et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. La première personne qui a observé ce phénomène, c'était Euler. Il a donné une preuve fausse. Et la formule porte son nom, néanmoins. Après, on a Meister qui a réessayé de le prouver, et encore une preuve fausse. Et après, on a Legendre qui, en 1794, a donné la première preuve complète de ce résultat. Et on pourrait penser, fin de l'histoire. Mais ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Il y a une vingtaine d'années après, il y a Cauchy qui a donné encore une autre preuve, pas parce qu'il s'est méfié de la preuve de Legendre, simplement parce qu'il a trouvé un autre raisonnement qui a mené au même résultat. Et après ça, l'histoire ne finit pas non plus. Il y a aujourd'hui, si vous allez sur Internet, plus d'une vingtaine de preuves que je vous invite à regarder si vous êtes un peu curieux de ces résultats, parce qu'il y en a beaucoup qui sont accessibles à un public qui n'est pas des mathématiciens professionnels. Du coup, une fois qu'on comprend que le maths naît d'une question qui se pose dans notre esprit d'une façon absolument naturelle, de vouloir comprendre pourquoi quelque chose se passe, on va essayer de voir ensemble de petites idées que je considère mathématiques. Je vous propose le problème suivant. On a un rectangle vert dans lequel il y a un triangle jaune maintenant, et je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? L'aire du triangle par rapport à l'aire du rectangle, ça fait combien? Un peu moins de la moitié, un peu plus, juste la moitié. Pour avoir la réponse, on peut mesurer, on peut faire beaucoup de choses, mais ça suffit normalement pour être convaincu, au-delà de tout doute, de faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous regardez ce triangle, la partie jaune et la partie verte, vous savez, parce qu'il y a une symétrie que vous connaissez, que ces deux choses ont la même aire. Du coup, l'aire du triangle, c'est exactement la moitié de l'aire totale du rectangle. Et l'idée qu'il a fallu avoir, c'est ajouter une petite ligne qui a relevé quelque chose qui était dans la figure qu'on ne voyait pas au départ. Je vais vous proposer un deuxième problème avec un échiquier et un petit domino orange qu'on va poser sur notre échiquier et on va essayer de recouvrir l'échiquier avec ces dominos. Bien sûr, dans ce cas-ci, c'est possible. On fait 4 lignes avec le domino et c'est fini. Maintenant, je vais compliquer un tout petit peu le problème en enlevant 2 carreaux. Maintenant, les règles de jeu sont les suivantes. On peut mettre nos dominos en vertical et en horizontal. On ne va pas mettre les dominos en version diagonale. Ça va être interdit. Du coup, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de recouvrir notre échiquier avec ces 2 pièces? Vous pouvez penser, vous pouvez essayer. Je vais vous donner la réponse directement et on va, j'espère, avoir ce moment de dire « Ah, c'est vrai !» La réponse est ça. Il y a 32 carreaux bleus et 30 carreaux noirs. Et alors, quoi? Où est-ce qu'il y a le raisonnement? Où est-ce qu'il y a la réponse? Si vous regardez ce qui se passe, c'est que chaque
dominos exactement sur un carreau noir et sur un carreau blanc, ou bleu dans ces cas-ci. Du coup, comme le nombre de carreaux bleus n'est pas le même que les carreaux noirs, on ne peut pas espérer à recouvrir avec le domino, parce que chaque domino couvre exactement un bleu et un blanc. Maintenant, je vais vous emmener un tout petit peu plus loin. Imaginons qu'on a la même échiquier, mais sans un coin seulement, et maintenant quelque chose de taille 3. Les règles de jeu sont les mêmes. Je peux mettre mes dominos en vertical et en horizontal, mais je ne peux pas les mettre en diagonale. Alors, est-ce qu'on va pouvoir recouvrir notre échiquier? Si vous étiez des étudiants de licence, vous leur direz, d'accord, on a pris la recette pour résoudre les problèmes. On va compter les couleurs qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Si vous regardez, derrière nos dominos, parfois il y a deux noirs, parfois il y a un seul. Du coup, le même raisonnement qu'on vient de faire ne peut pas s'appliquer à ces situations. Il faut une nouvelle idée. Il faut penser, il faut faire des maths. Du coup, il y a là l'échiquier. Est-ce qu'on peut raisonner d'une façon intelligente, avec une petite astuce, une petite idée pour résoudre notre problème? Et peut-être on pense, d'accord, dans le premier cas, c'était le coloriage de notre échiquier qui nous a donné la réponse. Et si vous y pensez un tout petit peu, le coloriage de l'échiquier n'a rien à voir avec le problème. Je peux décorer mon échiquier avec des petits fleurs rouges si j'en ai envie. Si je peux les couvrir, je peux les couvrir. Du coup, en réfléchissant avec cette petite idée, on peut dire, d'accord, est-ce qu'il y aura un coloriage qui va m'aider à résoudre mon problème? Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle échiquier? Si je mets un domino en horizontal comme ça, il couvre exactement en noir. Pareil avec celui-là. Et celui-là aussi en vertical. Du coup, ce qui se passe cette fois-ci, c'est que sous chaque domino, il y a deux carreaux bleus et un carreau noir. Du coup, il faut compter combien de carreaux est-ce qu'il y en a et on aura la réponse à notre problème. Cette fois-ci, il y a 22 noirs et 41 bleus. Du coup, comme 41, ce n'est pas le double de 22, on a encore notre réponse. Ce n'est pas possible de recouvrir notre échiquier. Mais 13 minutes avec vous arrivent à sa fin. Et je ne sais pas si, peut-être, dans le futur, si vous pensez aux maths, à côté des adjectifs comme difficile, pratique, importante, qui collent très bien aux maths, vous aurez envie d'ajouter belle, que selon moi, c'est l'adjectif qui décrit le plus précisément l'essence des maths. Merci beaucoup.